Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 123. Et dans cette chronique, je vais traiter effectivement d'une analyse de l'actualité à la lumière ou à l'interprétation, si je peux me le permettre. Interprétation plus que d'actualité, puisque Antonio Gramsci est désormais aujourd'hui mis en avant, puisque ces différentes analyses sur la dimension culturelle et également l'idéologie de crise est plus que d'actualité. Mais avec bien entendu les événements des Gilets jaunes, qui néanmoins demain seront au 9e acte, de cette révolte spontanée digne de Georges Sorel, Gramsci y apporte, je dirais, une réflexion absolument pas passéiste et, je dirais, bel et bien d'actualité. Alors, Gramsci nous interpelle, nous interroge sur le phénomène de penser des ruptures culturelles. Penser, bien entendu, quand j'appelle les ruptures culturelles, c'est penser les contenus idéologiques d'une culture, n'est rien d'autre que de saisir dans un contexte donné en quoi le système de valeurs, les représentations qu'il recèle, ouvre à stimuler des processus, je dirais, de résistance ou d'acceptation du statu quo. Et nous sommes bien dans cette phase-là. Alors me direz-vous en quoi discours et symboles donnent aux groupes populaires une conscience de leur identité, et surtout de leur force, ou participent du registre aliénant de l'acquiescement aux idées dominantes? Il est certain que, au sens gramscien ou gramscien selon la formule consacrée, une hégémonie s'exerce sur un pays dans son ensemble, et l'hégémonie culturelle actuelle, bien entendu, je dirais, trouve sa source dans une notion qui est, somme toute, parfaitement occidentale. Mais n'oublions pas que cela aussi, dans une série de déclinaisons, dans un univers de connotations assez dense, et qui se traduit notamment par un antisocialisme populaire relativement virulent. Alors, bien entendu, la fin du capital d'Octotoni, et nous pouvons le constater, une des sources des paniques morales de ce qui a pu être défini comme une insécurité culturelle, sociale et même identitaire. Alors, un des traits de ces temps nouveaux, du post-Fordisme, si vous pouvez me permettre l'expression, est d'entraîner l'affaiblissement des solidarités traditionnelles, et on peut le constater, et de donner naissance à un nouveau type d'individualité. Alors, je ne vais pas vous faire toute une théorie sur la culture du capitalisme qui mène à une certaine forme d'individualisme de réalisation et qui a effectivement, connaissons-le, des effets positifs, mais également des effets négatifs. Et donc, quand je parle de nouvelle forme de type d'individualité, qui s'écarte des lignes de continuité qui, soyons précis là-dessus, qu'auparavant stabilisaient nos identités sociales. Alors effectivement, la globalisation est un processus de décomposition des frontières qui ont façonné aussi bien les cultures nationales que les identités individuelles, spécialement en Europe. Alors à la réflexion,
comment ne pas voir que la frontière est bien l'enjeu majeur de toute stratégie politique? Car comme disait Proudhon, l'État est le bien le plus précieux que possède le déshérité. Quand l'État n'est plus capable de garantir une souveraineté, une protection, alors à ce moment-là, le déshérité devient ce que j'appelle un bout de viande dans l'espace, au bon et mal gré des puissants qui dominent cette globalisation et cette mondialisation. Nous avons vu effectivement que dans cet enjeu, qui à mon sens est un enjeu stratégique, voire même un enjeu majeur de toute stratégie politique, la force des droites doit beaucoup à leur capacité de se reconstituer des frontières identitaires au sein de nos sociétés. Pour preuve, après la grande baraderie prévue par nos chers oligarques de la finance à l'Est, ils n'ont pas vu apparaître le recouvrement d'une certaine identité, d'un certain souverainisme, dans des pays, j'en veux pour preuve la constitution du pacte de Visegrad. Alors attention que les choses soient claires, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est une constatation. Alors, quand je parle effectivement d'adhésion à l'idée d'un monde sans frontières, économiques ou financières, c'est effectivement cette idée aujourd'hui que nous pouvons comprendre, les nations qui veulent exister, se protéger, préserver une certaine dimension sociale, nationale, éthique, face à un monde, je dirais, globalisé, globalisant, et qui n'a plus rien à apporter à l'individu citoyen. Et c'est, je dirais, dans ce contexte qu'il faut comprendre l'évolution des classes populaires. Alors certes, il existe certaines formes de résistance à l'évolution de la société française en lien avec la globalisation financière. Les gilets jaunes en sont, à mon sens, un des phénomènes. Et surtout, pour faire face à la domination, les classes populaires peuvent mobiliser tout un répertoire d'actions qui font d'elles des réfractaires à l'évolution du monde, de ce que certains appellent effectivement les avancées. Alors en cela, elles perpétuent, bien qu'en les renouvelant, des tactiques anciennes. Et loin de n'être que des épiphénomènes, ces questions culturelles sont, je dirais, profondément structurantes de l'imaginaire collectif spécifique à chaque nation et à chaque pays. Pour préciser, elles sont largement explicatives de nombre des comportements électoraux, ou plus généralement d'une forme de fracture culturelle qui oppose les élites et le peuple. Bien entendu, cela ne va pas sans conséquence de sa traduction électorale. Car aujourd'hui, quand on voit dans certains pays comme le nôtre, par exemple, un taux d'abstention, je dirais, record, nous pouvons que constater effectivement la méfiance des classes populaires à l'égard de l'élite qui tient le pouvoir, ou qui se le repasse. Alors dans le cas des mobilisations politiques de chasseurs, on peut distinguer nettement les fonctions qu'elles assument par rapport à la domination sociale. L'opposition aux directives européennes en milieu rural, nous voyons aujourd'hui la destruction de la classe ouvrière et plus particulièrement de la paysannerie. Alors je ne vais pas, bien entendu, énumérer par des chiffres qui sont établis et reconnus le nombre de suicides chez nos paysans, la misère, les familles qui n'y arrivent plus à pouvoir vivre décemment. Et donc, effectivement, aujourd'hui,
Ben, cela n'est pas dissociable de la transformation des sociabilités qu'elle provoque dans les territoires. Et je dirais même que ces manifestations sont hautement liées à des contextes sociaux et professionnels territorialisés. La dimension spatiale des mobilisations, relative à la défense de pratiques aujourd'hui récréatives, mais qui sont aussi ancrées, je dirais, dans d'anciens sédiments politiques. Par exemple, le droit de la chasse a été je dirais, l'un des privilèges abolis par la Révolution française, et pourtant, il y a un attachement profond à la liberté de chasser. Mais n'oublions pas l'importance du registre populaire opposant le peuple aux élites. Ce ne sont pas les moindres des caractéristiques de ces démarches militantes d'un genre nouveau. Et celles-ci en disent plus long sur notre société qu'on voudrait parfois effectivement le faire croire. Souvent, on a tendance à les folkloriser, notamment en adoptant des attitudes vis-à-vis, je dirais, ou visant même plus précisément à délégitimer la parole des habitants des espaces ruraux et des classes populaires au sens large. Corollaire fatalement de l'affaiblissement de l'encadrement des mondes ouvriers, si on peut aujourd'hui parler encore de monde ouvrier. Et ces mobilisations de prime abord apolitiques reflètent en réalité une certaine vitalité des classes populaires d'un point de vue politique qui échappe désormais à l'hémisphère gauche du champ politique. Sans tomber bien entendu dans des clichés culturalistes, il semble que certains milieux populaires soient désormais bien entrés, eux, en état de dissidence culturelle. Alors un autre aspect assez intéressant aussi qu'il faut souligner, et je terminerai par cet aspect pour éviter de faire un audio un peu trop long. L'autre aspect de la question culturelle, c'est celle des masses, ce qu'on appelle les masses médias, et de l'imaginaire qu'elles véhiculent. Le travail sur le contenu télévisuel est hélas encore trop souvent jugé insuffisant, je dirais même insuffisamment noble dans les sciences sociales pour faire l'objet d'une véritable enquête, je dirais, sérieuse, voire même d'envergure. Alors faut-il par exemple nier le rôle de la télé-réalité dans les modifications de l'imaginaire collectif français, car cette télé-réalité a effectivement effectué des dégâts. On en mesure aujourd'hui un petit peu ce phénomène, mais qu'en sera-t-il plus tard? Alors penser que celle-ci ne serait pas un objet digne d'analyse, alors qu'elle façonne les réflexes de millions de jeunes téléspectateurs depuis à peu près une décennie, serait méprendre grandement, je dirais, sur l'impact réel de ces émissions. Contempler les êtres oisifs, ne plus être sectateur mais être spectateur, qui travaillent aucunement pour se loger, s'habiller, se nourrir, ne peut pas, je dirais, exercer une influence sur la perception que l'on se fait de la réussite, ramener assez, je dirais même prosaïquement, à une forme de consumérisme passif, voire plus grave, de singerie du travail artistique, si tant est qu'on peut qualifier ça d'artistique. Alors l'apparition par exemple d'une forme de Lumpengesset, puisqu'après le Lumpenprolétariat et le Lumpen prolétariat immigrationa, nous avons aujourd'hui la Lumpengesset dans les métropoles, qui est à mon sens symptomatique de l'évolution de nos sociétés. Alors ne faut-il pas tenter d'analyser le traitement médiatique réservé aux questions liées, par exemple, à la dimension de la religion en rapport avec la réalité des problèmes internationaux pour constater finalement au fond le hiatus qui se développe entre la réalité et la représentation médiatique qui est en fait l'enjeu qui à mon sens est donc de comprendre les mutations des classes populaires par-delà la glorification ou le misérabilisme. Bref, analysons plutôt d'une façon réelle par des outils raisonnables plutôt que des outils basés sur
l'hystérie de l'affectivité. Voilà, je vais clore ce premier volet. J'en ferai d'autres à l'avenir sur l'analyse ou je dirais, le filtre gramscien dans la société actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à tous. Bon courage.